L'épisode 8 de la saison 4 de From nous envoie un message plutôt clair pour la fin de la saison. Et clairement, on n'est pas prêt, tout comme eux. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Cet épisode débute le lendemain matin de l'attaque de Roger contre Colony House. Bien que loin d'être l'élément le plus perturbant que les téléspectateurs aient eu à voir ou à affronter durant cette saison, ce long gros plan sur le cadavre, que l'on voit également brûler à un moment donné, agit comme un électrochoc et un avertissement. À mesure que nous approchons du final de cette saison, les choses vont devenir de plus en plus dangereuses, plus mortelle, plus émouvante et plus étrange que jamais. Si ce cadavre ne suffit pas à vous faire comprendre le message, les derniers instants de l'épisode devraient y parvenir. Cet épisode prouve que ce lieu est loin d'en avoir fini avec Fatima, comme si elle n'en avait pas déjà assez bavé. Après avoir sauvé la vie de Kenny, son corps est de nouveau affecté par les forces obscures qui contrôlent Fromville. Cette fois, au lieu d'utiliser Fatima comme réceptacle pour donner naissance au nouveau Smiley, ces forces la marquent d'étranges veines noires inexplicables pour la médecine. Puis, comme on l'apprend lors de la conversation à voix basse entre Christy et Mariel à la clinique, sa tension artérielle et son rythme cardiaque indiquent que, médicalement parlant, Fatima ne devrait même pas être en vie. Et pourtant, elle est là. Hormis ses constantes vitales et l'état noirci de son abdomen, Fatima se sent bien. Même la sensation de froid qu'elle avait décrite lors de sa connexion avec Smiley a disparu. Et pourtant, rien de tout cela ne va. Pas pour Fatima avant tout, même si c'est inoffensif, ce qui ne semble pas être le cas, le changement est effrayant. Pendant ce temps, Christy et Mariel se disputent violemment parce que Mariel suggère à un moment donné que quoi que ce soit, ce n'est peut-être pas une mauvaise chose. Mais surtout pas pour Ellis, qui avoue être terrifiée à l'idée de la perdre. Nous pouvons et devons nous interroger sur ce qui se passe. Et peut-être que Mariel et Fatima ont raison. Peut-être existe-t-il un moyen de contrôler cela et d'aider les autres, comme Fatima l'a déjà fait pour Kenny. Mais, aussi étrange que cela puisse paraître, l'un des aspects les plus fascinants de ce dernier développement dans l'histoire de Fatima ne concerne ni le contrôle des créatures, ni même la façon dont elles fonctionnent dans ce qui devrait être un corps sans vie. Bien sûr, tous ces éléments sont intéressants à analyser, et que ce soit la façon dont Elizabeth Saunders interprète l'immobilité forcée de Donna, qui tente de ne pas réagir à ce qui arrive à Fatima, ou la manière dont Pega Gaffouri exprime l'angoisse de devoir décider comment et dans quelle mesure partager, ou encore une multitude d'autres détails, cette partie de l'épisode est remarquablement bien réalisée. Mais quand Ellis prépare ses affaires pour aller à la clinique avec Fatima et qu'il tente de lui faire comprendre ce qu'elle ressent, sa réaction est pour moi le moment le plus marquant. Ce n'est pas tant que Fatima dise quelque chose de nouveau. On sait qu'elle s'est sentie impuissante, que la construction de ce golem l'aide à croire en la magie, ni que ce soit dû à un élément propre à l'univers de From. C'est plutôt ancré dans la réalité, dans le personnel. Souvent, les gens disent « je sais ce que tu ressens » quand on traverse une épreuve terrible. Mais à moins d'avoir vécu la même chose, ils ne comprennent pas vraiment. Même s'ils ont vécu une expérience similaire, ils ne la saisissent pas totalement. Nos traumatismes, qu'ils soient médicaux ou autres, nous appartiennent. Personne ne les connaît vraiment. Et même si leurs tentatives d'empathie et d'aide sont pleines de bonne intention, elles sonnent creux. Ensuite, il y a le moment où Fatima explose, disant qu'elle se fiche de ce qui lui arrive, et la réaction de Ellis. Tout ce qu'elle souhaite, c'est trouver du positif, que ce soit sauver des vies ou autre chose. Mais pour Ellis, elle est tout son univers. Comme il le lui dit dans un moment d'une vulnérabilité bouleversante interprétée par Corton Moore, « Si je te perds, je n'aurai plus de foyer. » Alors, qu'importerait-il si le plan de Jade réussissait ? Il est perdu. Le Ellis silencieux de Gaffouri et l'immense chagrin qu'il suscite sont tous deux d'une beauté déchirante. Trouver l'amour, la lumière et une lueur d'espoir dans un lieu pareil, comme l'ont fait ces deux personnes, pour ensuite tout voir s'effondrer ainsi à cause de choses non seulement hors de contrôle, mais qui ne peuvent même pas commencer à comprendre, c'est terrible, inimaginable, désespérant. Et il y a un autre parallèle avec ce que c'est que de souffrir d'un lent déclin dû à une maladie mystérieuse, ou même bien diagnostiquée, alors qu'un avenir radieux s'offrait à vous. Alors que c'est elle qui est peut-être en train de mourir, de changer, de se transformer, ou quelque chose d'inconnu qu'on ne peut même pas imaginer, Fatima réconforte Ellis avec un altruisme désintéressé. C'est malheureusement trop fréquent, ce besoin constant de partager autant d'amour et de protection que possible, tant qu'on le peut encore. C'est tout simplement douloureux. La vérité, c'est ce que vous craignez peut être déjà en train de se produire, et si c'est le cas, je dois pouvoir en tirer le meilleur parti.
Dans l'épisode, Jade a bien du mal à convaincre Boyd de son plan pour récupérer les ossements des enfants dans les tunnels. Pire encore, il lui est impossible de le faire envisager, car Boyd, après avoir examiné sa maquette, réalise qu'il n'y a qu'une seule entrée et sortie de la chambre. Il lui conseille de faire mieux. Pour être tout à fait juste envers Boyd, son refus de coincer tout le monde sans issue est parfaitement rationnel, mais n'ont pas beaucoup de temps pour élaborer de meilleurs plans. Et à Fromville, la situation désespérée exige des mesures désespérées. Malheureusement, Boyd ne peut pas tous les sauver. Il doit se résigner, comme lui fait remarquer le fantôme de Katri. Il s'agit maintenant d'en sauver le plus possible. Tout au long de l'épisode, tandis que Boyd s'obstine à ne pas écouter Jade et que ce dernier passe de savant fou inspiré à la frustration, puis à l'indignation, avant de retrouver l'inspiration, Harold Perrineau et David Alpé livrent des performances à la hauteur de leur talent. Comme lors du voyage de Jade dans l'épisode 5 et dans de nombreuses autres situations, Perrineau et Alpé parviennent à sublimer la performance de l'autre lorsque leurs personnages sont en désaccord. À ne pas confondre avec l'exagération, qualité que Jade incarne souvent lorsqu'il gesticule avec frustration et condescendance pour expliquer son modèle et contester l'insistance de Boyd sur les plans de secours et les itinéraires sûrs. Quand Boyd rejette ses plans, la manière dont Alpé fait redescendre Jade sur Terre, de l'excitation de la découverte à la combativité et à la condescendance pour finalement aboutir à ce regard résigné qui reconnaît que Boyd a raison concernant les monstres qui leur barrent la route, est tout simplement magistral. En gros, cette inspiration initiale s'évapore peu à peu, jusqu'à disparaître complètement, comme si elle n'avait jamais existé. Tandis que Alpé vibre au rythme de l'énergie nerveuse de Jade ou réagit violemment sur la défensive, Perrineau a une tâche presque plus ardue, mais il l'accomplit avec la même aisance. Boyd est inébranlable, déterminé et capable de voir au-delà de la théorie de Jade pour appréhender la réalité humaine. Perrineau doit donc gérer toute cette énergie tout en restant la personne rationnelle de la pièce. Et il peut hausser le ton et exprimer sa frustration et même, dans une certaine mesure, se mettre à leur niveau, mais il doit le faire avec discernement. La plupart du temps, il doit simplement jouer le rôle du mur contre lequel Jade, dans sa course folle, se heurte. Et c'est exactement ce que nous obtenons, à la perfection. Plus tard, après que Jade ait complètement pété les plombs avec sa maquette, c'est lorsqu'il a totalement abandonné, à bout de force, et qu'il remet toutes les pièces sur la table, qu'il trouve la solution. Il y a une autre issue, mais les racines de l'arbre à bouteille la bloquent. Alors, Jade veut arracher l'arbre à bouteille, mais Boyd n'est toujours pas convaincu, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais cette fois, c'est Boyd qui semble un peu plus irrationnel. Kenny reste une présence constante dans toutes ces scènes, jouant le rôle de la voix neutre et raisonnable et admet que le plan avec l'arbre pourrait fonctionner. Alors, Perrineau explose de colère. Sans surprise, c'est un spectacle magnifique. Mais alors que Boyd traverse les bois en trombe pour retourner à sa chambre, il est confronté à quelque chose d'horrible. Kenny est touché par balle et s'effondre. Boyd l'appelle, le supplie encore, en vain. C'est désespéré. Il a aussi des visions de Jade, Tabitha, Donna et son propre fils, tous morts. Leurs corps sont tordus et mis en scène de façon macabre. Du sang coule du cou de Donna, de la bouche de Tabitha, et même les derniers chats imprimés sur le t-shirt emblématique de Jade sont effacés. La caméra s'attache à nous montrer chaque détail horrible, tout comme Boyd, jusqu'à ce que nous remarquions Abby agenouillée près d'Ellis. Boyd n'explose pas de colère contre Jade quand il lui hurle dessus parce qu'il n'a pas envoyé de gens là-bas, avec pour seul espoir et pour seule prière qu'on arrache l'arbre magique à ses racines. Non, dans l'épisode c'est plutôt « bon sang, mais qu'est-ce que tu me veux ?» en voyant sa vision. Puis, il retourne en trombe dans son bureau, cherche frénétiquement ce costume jaune disparu et ignore Katri, et peine à articuler un mot quand il essaie de faire foutre l'homme de son imagination. Non, mon Dieu, non, tu m'entends? C'est essentiel, surtout avec ces gestes impuissants. Point serré. Mais le fantôme de Katri ou la voix intérieure de Boyd, ou peu importe, ce que Jade suggère est leur meilleure option. Et maintenant, tout comme Jade a failli s'effondrer plus tôt, c'est au tour de Boyd. La rage, les tremblements contre la vitre et le sentiment constant d'impuissance, c'est tout simplement ce qui le ronge. Qui est condamné d'avance? Qui survivra au plan de Jade? Et ce plan fonctionnera-t-il? Qui peut le deviner à ce stade? Après les quelques bribes de vision de l'épisode précédent, dans cet épisode, les visions de Henry deviennent plus détaillées, plus longue et plus tentante. Désormais, cet hôpital est un lieu qu'il désire ardemment voir devenir réel. Au début, il s'efforce de rester occupé et d'éviter l'alcool pour garder l'esprit clair et rester ancré dans sa réalité actuelle, celle de Fromville. Mais il suffit d'un imprévu pour le replonger dans le monde où Victor porte une chemise et une cravate, a un fils et n'est plus ce petit garçon traumatisé qui ne vivait que de pêche en conserve et des voix imaginaires de sa mère et de sa sœur disparues. Il est fascinant de voir Scott McCord incarner cette autre version de Victor. C'est d'autant plus vrai
dans cet épisode où il explique à Ethan comment endurer suffisamment longtemps pour devenir celui que nous connaissons et aimons. Certes, il est brisé, tragique et a beaucoup de mal à nouer des relations avec les autres, mais c'est notre Victor. Pourtant, dans ses visions, il ne l'est absolument pas. Il est heureux d'une manière troublante car il n'a pas grandi seul et n'est pas apeuré. Sa sœur a survécu. Certes, son père a été hospitalisé pendant toutes ces années à cause d'un mauvais trip, mais c'est un traumatisme normal. Et donc, il a grandi normalement, quoi que cela puisse signifier. Étonnamment, personne ne parle vraiment de Miranda, si ce n'est lorsqu'elle a surpris Henry avec les drogues. Héloïse, oui, le fils de Victor, qui n'a jamais existé dans le monde de From, évidemment, Miranda, beaucoup moins. Cela doit bien signifier quelque chose. Bien que l'ensemble du casting soit toujours aussi brillant, c'est Robert Joy qui livre la performance la plus remarquable dans l'épisode 8. Il doit incarner à la fois la version confuse de Henry dans ce monde onirique et celle de Henry qui se désagrège dans ce qui est la réalité. Et lorsqu'il atteint le point culminant de l'épisode, que dire d'autre que waouh! Joy se jette corps et âme dans cette série de moments d'une intensité émotionnelle bouleversante. Il ne se retient absolument pas, tandis que Henry partage sa confusion, son incapacité à distinguer le réel de l'imaginaire, avec son émerveillement devant ce monde parallèle et ses supplications déchirantes, désespérées et brisées à Miranda pour qu'elle aide à y retourner. Chaque choix de Joy, de la façon dont Henry se prend la tête entre les mains ici, à ce murmure empreint d'espoir et de prudence, et si c'était réel, est vraiment chaque fraction de seconde avant, pendant et après est tout simplement magistral. Mais à la toute fin du séjour de Henry, après son brusque retour à cette réalité, alors qu'il semble tenter désespérément de rejoindre l'autre, Joy puise dans ce puits d'émotions déjà immense et l'enfonce encore plus profondément. Tandis que Henry supplie Miranda, s'il te plaît, gémissant et s'effondrant à genoux, le cri aigu « Aidez-moi, je vous en prie » qui suit est magistral. Et puis, il y a ce gémissement terrible et douloureux qu'il pousse. Ce son semble interminable. Le désespoir qui s'ouvre et engloutit Henry semble infini. Le talent déployé est lui aussi d'une intensité exceptionnelle. C'est tout simplement dingue. Puis, il y a la première rencontre de Tabitha avec l'homme en jaune. Et c'est terrifiant. Il n'y a pas de menace directe, du moins pas à proprement parler, il ne l'attaque pas vraiment non plus. Il se contente de la narguer avec des souvenirs qu'elle ignore encore, arrange avec art les dessins de son propre fils pour lui rappeler qu'il pourrait être abandonné comme Victor. Et il lui fait part de son vif intérêt pour la suite de l'histoire. Alors, qu'est-ce qui rend ce moment si effrayant? C'est surtout la gentillesse désarmante et l'enthousiasme pur du grand méchant, qui contraste avec la terreur que ressent Tabitha et ce que les spectateurs savent du sort réservé à Miranda. Et puis, il y a cette phrase, tu es ici parce que tu es sur le point de faire quelque chose que tu n'as jamais fait auparavant. Est-ce vrai? Ce cycle est-il vraiment différent de tous les précédents? Ou n'est-ce qu'une partie d'un jeu plus vaste, d'une toile de mensonges tissée par cette entité maléfique? La joie tordue et maléfique, ainsi que l'exagération de familiarité que dépeint Douglas et Hughes sont à la fois diaboliques et aussi divertissantes pour les spectateurs que cette situation l'est pour l'homme en jaune lui-même. Et, bien que nous ignorons ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, venant de quoi que ce soit, le message véhiculé par cet épisode semble être le plus clair des messages que les scénaristes adressent aux fans. Vous êtes sur le point de déclencher une souffrance inimaginable. Car à ce stade, avec seulement 2 épisodes restants, cette saison et le plan que Jade élabore dans cet épisode, aussi périlleux que dangereux, la question « qu'est-ce qui pourrait mal tourner ?» n'a pas lieu d'être. La vraie question serait plutôt « qu'est-ce qui ne peut pas mal tourner ?» Dans cet épisode où les résidents de Colony House commencent déjà à s'en prendre les uns aux autres face à leur insécurité, où Fatima subit d'étranges effets secondaires après s'être connecté à Smiley pour sauver Kenny, où Boyd continue de sombrer dans la folie, où Henry lutte pour échapper à ses visions et où Victor montre à Ethan comment survivre s'il devient, eh bien, lui, rien de bon ne semble se profiler à l'horizon. Ou plutôt, l'avenir paraît plus sombre que jamais pour ceux qui sont piégés à Fromville, mais pour la série elle-même et notre expérience de spectateur. Tout semble possible, car la série continue de nous offrir son mélange unique de mystère, d'horreur et une étude poignante de personnes poussées à l'extrême, forcées de prendre des décisions impossibles. Semaine après semaine après semaine, cet épisode est une nouvelle réussite. Craignant que Ethan ne subisse le même sort cette fois-ci, Victor lui partage ses techniques de survie. Curieusement, ses conseils n'avaient rien à voir avec la survie elle-même, si ce n'est de lui donner un ouvre-boîte de fortune. Victor s'attardait plutôt sur le combat intérieur que représentait la solitude, qu'il considérait comme le pire aspect. Victor était manifestement intelligent et débrouillard, mais il était aussi seul à une époque où personne ne connaissait l'existence des talismans. Il semble peu probable que les monstres, l'homme en jaune ou toute autre force maléfique n'auraient pas pu tuer Victor, même s'il avait vraiment voulu. En fait, sa capacité à fabriquer des poupées et à manger des pêches contraste fortement avec les expériences de survie des autres avant l'apparition des talismans. Donna et Boyd ont raconté leur premier jour dans le village comme un
véritable cauchemar, fuyant les monstres nuit après nuit dans une lutte constante pour survivre jusqu'au matin. Pourtant les monstres n'ont même pas été mentionnés dans le récit de Victor. Cette expérience radicalement différente suggère que les monstres ont laissé Victor en vie, choisissant plutôt de se soumettre à des décennies de solitude. Ce ne serait pas la première fois que les monstres joueraient avec les survivants au lieu de les tuer. Bien qu'ils aient brutalement assassiné Tian Shen, ils ont laissé Boyd en vie, profondément traumatisé par ce qu'il avait vu. Dans l'un des retournements de situation les plus sadiques, les monstres ont tout fait pour piéger Julie et Ethan et les amener à découvrir le corps de Jim. L'ensemble de ces éléments laisse penser que les combats auxquels sont confrontés les habitants est plus complexe qu'une simple lutte pour la survie. Pour véritablement vaincre les forces du mal qui rongent la ville, ils devront surmonter des menaces tant psychologiques que physiques. À notre connaissance, c'est la première fois qu'un cycle inclut un survivant du cycle précédent. Cela pourrait bien être l'élément décisif qui empêchera enfin l'histoire de se répéter, surtout compte tenu de la quantité d'informations que Victor recèle au plus profond de sa mémoire. Bien qu'il ait du mal à se souvenir du passé et à en parler, le sentiment de sécurité qu'il éprouve auprès de Ethan et Henry l'a parfois aidé à faire ressurgir ses souvenirs. Victor comprend le village mieux que n'importe quel autre survivant, et même lorsqu'il ne parle pas, ses réactions sont extrêmement révélatrices. Il sait clairement ce qui va arriver et quand. La distance de la lisière de la forêt et les changements de météo semblant avoir une signification particulière pour lui. Le savoir durement acquis par Victor pourrait bien faire basculer le cours des événements en faveur des habitants. Il est également possible que le rôle de Victor dans ce cycle soit ce qui l'a empêché de mourir pendant toutes ces années. Une des théories les plus populaires parmi les fans affirme que les personnages ont des rôles prédestinés à jouer dans les événements de la série, qu'ils appellent eux-mêmes des chapitres d'une histoire. Selon cette théorie, c'est le village lui-même qui établit les règles, et ses forces maléfiques y sont tout autant soumises que ses forces bienveillantes. Par exemple, la mort de Jim survient quelques instants après qu'il lui ait aidé Tabitha et Jade à percer le mystère de l'arbre à bouteilles, suggérant qu'à ce moment précis, il a accompli son rôle dans l'histoire et devient ainsi vulnérable pour l'homme en jaune. Si c'est la raison pour laquelle Victor a pu survivre dans ce cycle, il est presque certain que, d'une manière ou d'une autre, il jouera un rôle crucial dans les événements à venir. Encore un superbe épisode. Petite information, il y aura des changements dans la sortie des 2 prochaines vidéos, parce qu'avec la sortie de House of the Dragon, ça va être un peu plus compliqué de sortir la vidéo le lundi. Alors il y a forte chance que ça sort dimanche soir. On verra bien. Dis-moi ce que tu en penses, ce que tu as pensé de l'épisode, et sinon comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.